allez-y, ça vaut vraiment le coup. Il y a une capsule spatiale dans le garage et c'est pas une blague, il y a vraiment une capsule spatiale dans le garage. Je crois que d'ailleurs, il y a quelques années, elle avait été mise sur la place de la cathédrale, donc voilà, je raconte pas de mensonges. Alors voilà, donc je vais vous présenter une partie des choses, que je fais et en plus de tout ça, comme évidemment, mon temps n'est pas assez rempli, je suis artiste peintre, en relation plutôt avec la science-fiction et le spatial. Voilà, donc ça me permet également de me détendre. Je ne passe pas, 24 heures sur 24 dans le laboratoire, mais des fois on y est un peu, mais bon, j'essaye de voilà et en me en guise de détente, ben, je peins et je voyage très loin. Alors, avant d'embarquer, dans le voyage avec les petites, enfin le dans le bateau de la plein air, on va, se poser la question. Alors je pense que vous avez, tous plus ou moins, une expérience, de ce qu'est, la douleur. Nous l'avons tous et c'est tant mieux parce que, quand on ne ressent pas la douleur, ben, on vit pas très vieux et du reste, il y a des humains, qui ont une mutation sur un récepteur spécifique, qui ne ressentent pas la douleur et en général, ils ne vivent pas très vieux. Donc la douleur, c'est quelque chose à la rigueur qui voilà, qui fait peur, mais on en a besoin, quand même. Alors tournons-nous vers la définition officielle, de la douleur, suivant l'IASP. Donc, il y a des organisations qui, s'occupent, de, définir ce qu'est la douleur et c'est les sites de ces organisations sont une mine pour, tous les traitements de la douleur, l'information sur la douleur. Quand vous avez un problème, vous pouvez vous tourner vers ces organisations. Donc, qu'est-ce que la douleur? La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire, réelle ou potentielle, ou décrite dans ces termes. Donc, en gros, vous avez mal et vous savez que quelque chose ne va pas. Mais ça, je dirais, ça fait pas avancer le schmilblick plus que ça. Alors, les chercheurs se sont mis à classer les types de douleurs. Et il existe énormément de classements de la douleur, différents types de douleurs, etc. On va en voir deux ou trois qui, à mon sens, voilà, ont un sens dans la vraie vie de tous les jours. Mais vous verrez que les classifications de la douleur, il y en a partout. Alors, effectivement, une première façon de classer la douleur, c'est suivant l'aspect temps. C'est-à-dire, est-ce que ma douleur dure plus que 3 mois? Et au-delà de 3 mois, on rentre dans ce qu'on appelle les douleurs chroniques. C'est-à-dire que votre organisme fabrique en quelque sorte de la douleur. Et là, il est temps de consulter et de voir le médecin en disant, ben voilà, je rentre dans le domaine de la douleur chronique. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, on peut aussi classer la douleur suivant l'origine de la douleur. Parce que, alors effectivement, hein, nous, dans notre imaginaire, je tape ma main et tout de suite j'ai mal. Mais c'est un peu plus compliqué que ça et je pense que vous pouvez tout à fait vous connecter avec cette expérience. C'est que on classe la douleur, on peut classer la douleur suivant en trois catégories. Le premier, c'est la douleur nociceptive, c'est-à-dire que je tape ma main un peu fort sur la table, je vais avoir une blessure. C'est une douleur aiguë. Par exemple, oui, voilà, j'ai pris l'exemple du clou, hein. Mais c'est une douleur qui, après un certain temps, va partir.
Alors, on peut détailler ça aussi, hein. Vous avez, quand vous vous faites mal, vous avez plusieurs types de signaux aussi, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Une deuxième catégorie de douleurs, ce sont les douleurs neuropathiques. Et je dirais, ce sont peut-être les plus problématiques. C'est quand vous avez un nerf qui est endommagé. Votre nerf endommagé, il va y avoir des phénomènes moléculaires. Et dans ces phénomènes moléculaires, en gros, le nerf va dire à votre corps qu'il se passe quelque chose. Mais vous n'avez pas tapé votre main sur la table. Tout ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir un nerf coincé, par exemple le nerf sciatique ou le canal carpien, pour ceux qui connaissent, quand le nerf est coincé voilà, dans le ligament. Donc quand le nerf médian est là, tout de suite, vous avez des picotements, vous avez de la chaleur, etc. Donc ça, c'est vraiment problématique. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on opère, on enlève du tissu, et puis si le nerf n'est pas endommagé, vous récupérez vos sensations, vous n'avez plus mal, etc. Et puis, il y a un troisième type de douleur qui est assez mystérieux, qu'on appelle les douleurs neuroplastiques. Alors, dans le temps, on les appelait les douleurs psychogènes, qui était un terme un peu peut-être péjoratif. C'était du genre, c'est dans votre tête, madame, monsieur. Bon, c'était pas, ça reflétait pas ce qui se passe exactement. Et donc, on les appelle les douleurs neuroplastiques. Et ces douleurs neuroplastiques, c'est un mauvais fonctionnement, c'est une maladaptation du système nerveux, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, dans votre encéphale, vous avez des neurones qui vous disent que vous avez mal, mais il n'y a pas de tissu qui est de tissu, de muscles, etc., qui est endommagé. Vous n'avez pas de nerf qui est coincé. C'est juste au niveau de la circuiterie du cerveau. Et un exemple qu'on donne, hein, c'est la fibromyalgie, par exemple, qui est ces douleurs neuroplastiques assez difficiles à traiter, mais il existe quand même des solutions thérapeutiques. Alors que pour les douleurs neuropathiques, on tâtonne beaucoup, beaucoup. Alors, pour un peu résumer de façon plaisante et graphique, je sors mon bonhomme et il y a un truc qu'il faut savoir, et c'est vrai qu'on confond souvent un peu les deux. En fait, la douleur, la plupart des douleurs, alors c'est pas tout à fait vrai, mais nécessitent ce qu'on appelle la nociception. Et cette nociception, c'est détecter des stimuli qui peuvent potentiellement endommager l'organisme. Et la nociception, c'est détecter quelque chose de thermique, chimique, mécanique, et ce signal va remonter le long des fibres nerveuses, arriver dans les neurones des ganglions rachidiens, passer par la moelle, et puis au niveau de l'encéphale, ce signal va vraiment devenir de la douleur. D'accord ? La douleur, ça implique également une composante émotionnelle. Voilà, vous n'allez pas ressentir la même quantité de douleur si vous êtes triste, si vous avez faim, etc. Il y a de nombreuses expériences qui montrent ça. Donc, c'est important pour la suite de notre propos de distinguer entre nociception et douleur. Et évidemment, hein, avec les douleurs neuroplastiques, vous avez de la douleur sans avoir de la nociception, par exemple. Et vous pouvez avoir de la nociception sans douleur. Bon, ça complique un peu les choses, je suis d'accord. Si je reprends un peu ce que je viens de dire sous forme de tableau, là, on aura de la douleur aiguë, on pourrait appeler aussi douleur nociceptive. On peut avoir de la douleur neuropathique, donc par exemple quand un nerf est coincé, et puis des douleurs neuroplastiques ou nociplastiques, quand effectivement ce sont les circuits neuronaux qui, pardonnez-moi l'expression, qui déconnent. Alors,
qu'est-ce qui se passe au niveau de la nociception? Et on va beaucoup s'intéresser à la nociception. Vous verrez que finalement, pas beaucoup parler de douleur parce que, pour une raison simple, c'est que ces petites bêtes-là, alors elles ont un cerveau certes, mais on parlera que de nociception, puisque vous avez 1 ou 2 ou 3 cellules entre le nerf sensoriel, enfin, ou la cellule sensorielle et la cellule musculaire. Donc c'est pour ça que je vais beaucoup dériver vers la nociception. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau périphérique, hein? Par exemple, on va prendre un exemple très simple. On va prendre des douleurs, la nociception cutanée. La nociception viscérale, c'est plus compliqué. Là, on va se baser sur le cutané. Alors, on peut avoir une flamme, on peut avoir une pression, mais une forte pression. On peut avoir des substances chimiques. Donc, par exemple, je ne sais pas, hein, si vous avez déjà fait de la cuisine et que vous avez mis du jus de citron sur une coupure, ça fait très très mal. De froid aussi. Le froid peut être douloureux, peut être nociceptif. Eh bien, ce qui se passe, c'est que votre peau, elle est innervée par des terminaisons nerveuses, et ces terminaisons nerveuses vont aller jusqu'à la moelle épinière. Bon, il va y avoir des relais neuronaux, et puis jusqu'à l'encéphale. Mais qu'est-ce qui se passe à cet endroit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que finalement quelque chose est nociceptif? Alors là, ça devient un peu compliqué, mais dans la membrane des neurones, vous avez des trous. Ces trous, c'est des protéines qui laissent passer des ions. Alors, ces trous, soit ils peuvent être déclenchés par ce qu'on appelle des ligands, c'est-à-dire des molécules, ou des stimuli physiques. Alors, par exemple, la température peut entraîner l'activation de canaux qu'on appelle TRPV ou TRPA1. D'accord? Donc, ce sont des trous dans la membrane, bon, ce sont des protéines, et leur ouverture est déclenchée par, alors pour TRPV1, on va voir que c'est le chaud. Pour A1, chez l'homme, c'est le froid. Vous avez d'autres canaux asiques qui laissent passer, enfin qui, pardon, est déclenché, dont l'ouverture est déclenchée par tout ce qui est acide, etc. Quand vous avez des douleurs cardiaques, typiquement ASIC est stimulé. Et ces canaux, donc, dont on va voir un petit peu en détail, ils vont s'ouvrir et puis dire aux neurones, ben voilà, active-toi, génère des potentiels d'action et transmet le relais aux autres neurones pour dire que c'est de la douleur. Ce qui peut se passer, c'est que quand vous avez un phénomène inflammatoire, c'est-à-dire qu'en gros, votre tissu est endommagé, il y a eu une infection, etc., vous allez avoir des messagers inflammatoires, et ces messagers inflammatoires vont potentialiser l'action de ces canaux. C'est-à-dire que quelque chose qui pouvait être à peine nociceptif, en cas d'inflammation, vont devenir très nociceptifs et vont donner beaucoup de douleur. C'est par exemple le cas quand vous avez eu un coup de soleil et que vous posez votre bras sur une surface. Ben là, tout de suite, quelque chose qui n'était pas douloureux devient douloureux. C'est ce qu'on appelle l'allodynie. Et ben, c'est un exemple que ces phénomènes se passent en périphérie. Alors, je vous ai parlé de ces trous. Bon, quand je dis trous, ils sont un peu organisés. Parce que vous savez que la membrane des cellules, c'est du gras. Et donc, dans ce gras, vous avez des protéines. Et un canal qui est très, très connu dans le domaine, c'est le canal TRPV1. Alors, ce canal TRPV1, il est très, très intéressant puisqu'il est déclenché, son ouverture est déclenchée par tout ce qui est chaud. Voilà. Dès que ça dépasse 42 degrés, vous activez ce canal, et 42 degrés, c'est la température
sauf si vous êtes un mutant, mais la température à partir de laquelle ce canal TRPV1 s'ouvre. Et vous pouvez le savoir immédiatement, parce que quand vous mettez votre main dans quelque chose de chaud, si ça commence à picoter, c'est que c'est nociceptif. En dessous, vous avez du chaud, mais qui est non nociceptif. Alors, l'histoire qui est intéressante avec tous ces canaux, c'est que vous avez des substances chimiques et vous en avez une qui est assez connue, qui s'appelle la capsaïcine. Qui connaît la capsaïcine ici? Voilà. Qui mange pimenté? Eh bien, cette capsaïcine, c'est intéressant parce que cette capsaïcine va se lier à ce canal et provoquer son ouverture. Mais c'est pas chaud. C'est-à-dire que ça vous donne l'impression du chaud. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire aussi que le plant de piment, alors évidemment, on va être déterministe, mais le plant de piment, il ne veut pas que les graines soient mangées par surtout des mammifères, et donc il sécrète la capsaïcine pour que les mammifères évitent de manger le plant, enfin les graines de piment, parce que les graines vont être digérées. Par contre, les oiseaux, eux, ne sont pas sensibles à la capsaïcine et vont pouvoir déposer les graines de piment où ils veulent. Donc, on a, à travers ce canal TRPV1, on a aussi une idée de la guerre chimique que se livrent les organismes. La nature, c'est pas gentil. Alors, il y en a un autre canal qui, lui, sur lequel nous avons porté notre attention, et j'expliquerai aussi peut-être pourquoi un peu plus en détail, plus en avant dans ma conférence. C'est un autre canal qui s'appelle TRPA1. Alors lui, TRPA1, il est un peu plus mystérieux, un peu moins caractérisé que TRPV1. Néanmoins, il est quand même impliqué dans la nociception et la douleur chez l'homme. Donc, en fait, quand vous prenez de la moutarde, vous activez ce canal. Donc, c'est un peu la même histoire que le piment, finalement. Il est également activé par tout ce qui est issu de l'ail, donc composé soufré de l'ail, la cannelle, l'eau oxygénée. Il y a un doute chez l'homme sur sa sensibilité à la température. C'est-à-dire que quand on fait des tests in vitro sur des cellules isolées, il répond au froid. Mais évidemment, quand vous mettez de l'huile de moutarde sur votre peau, ça ne donne pas du froid. Donc il y a un peu un mystère là. On ne sait pas trop. Chez beaucoup d'animaux, ils détectent le chaud. Mais c'est un canal, il y a des mutations, il y a des pathologies. Donc c'est quelque chose qui, voilà, potentiellement peut embêter certaines personnes. Alors, on va très brièvement, hein, et c'est pas le but c'est pas le but de ma conférence ici, mais je vais faire une petite digression sur les antalgiques. Parce que vous savez sans doute qu'ils fonctionnent, mais qu'ils présentent des risques. Ça, on le sait tous. Et ça va toujours être une balance un peu délicate entre prendre le bon antalgique ou le bon anti-inflammatoire et puis les effets secondaires qu'ils peuvent entraîner. Alors, pour les antalgiques, vous avez le niveau 1, comme le paracétamol ou les INS, l'aspirine. Donc ça, c'est ce qu'on prend quand on a mal aux dents, quand on a un peu de fièvre, etc. Et puis, vous avez le niveau 2. Alors, les antalgiques opioïdes faibles. Alors, je suis sûr que vous êtes peut-être un peu surpris de trouver le tramadol là, parce que le tramadol n'est pas spécifique en fait nécessairement des récepteurs aux opioïdes. La codéine, d'accord, la codéine qu'on associe d'ailleurs souvent au paracétamol. La codéine, hein, c'est un morphinique faible, c'est-à-dire que elle est convertie très lentement en morphine. Donc c'est pour ça que ça combat la douleur et en même temps vous n'avez pas tous les phénomènes de dépendance. On peut l'être, mais c'est rare. Et puis vous avez le niveau 3.
donc ceux qui posent un peu des soucis, la morphine, l'oxycodone, le fentanyl, tristement célèbre, l'hydromorphone. Donc ça, c'est surtout pour des douleurs aiguës, des douleurs inflammatoires aussi. Alors, j'ai un peu parlé des douleurs inflammatoires. Et puis, pour certains types de douleurs, on utilise ce qu'on appelle des adjuvants, notamment les douleurs nociplastiques, comme des antidépresseurs, des antiépileptiques, des myorelaxants, des corticoïdes, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les adjuvants. Vous verrez aussi que des fois, il y a d'autres classifications de ces antalgiques. Parfois, les cliniciens, les chercheurs en pharmacologie ne parlent pas le même langage. Alors, vraiment très brièvement, mais ça, c'est un grand principe en pharmacologie, si une molécule exogène produit un effet endogène, c'est que quelque part, il y a des molécules endogènes qui agissent sur le récepteur. Et c'est le cas, nous produisons des opioïdes. Donc, des endorphines. Donc, quand on fait du sport, par exemple, on se sent bien, on a produit sa dose d'endorphine. Vous avez des encéphalines, des dynorphines. Donc, vous produisez vos propres opioïdes qui vont se lier sur vos récepteurs. Alors, ça permet de, effectivement, vous sentir bien, de ressentir moins de douleur. Alors, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que j'ai parlé de tout ce qui était ascendant pour la nociception et la douleur, mais vous avez des contrôles descendants. C'est-à-dire que vous pouvez, dans certaines conditions, diminuer la quantité de douleur que vous ressentez. Alors, ils sont impliqués dans la réponse au stress, dans le contrôle émotionnel, etc. Vous avez plusieurs types de récepteurs et celui qui pose problème, c'est vraiment le récepteur mu. Alors, vous connaissez tous, la morphine, c'est un alcaloïde issu du pavot et on a des opioïdes de synthèse comme le fentanyl, donc qui, eux, sont 100 fois plus puissants que la morphine et effectivement, eux, posent problème. La morphine peut poser des problèmes, mais le fentanyl pose encore plus de problèmes. Je pense que vous avez tous vu ces images de centre-ville aux États-Unis avec les gens qui avancent comme des zombies. Donc, je n'ai pas besoin d'insister sur le problème que cela pose. Et puis, le docteur House, certainement, ne niera pas cette dépendance. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, effectivement, il est dépendant, si je me souviens bien, à l'oxycodone. Parce que c'était avant le fentanyl. Alors, donc tout ça, c'est très bien. Voilà, j'ai un peu planté le décor. Mais on va faire un bond en arrière. Parce que là, je vous ai parlé de nociception et de douleur chez l'homme. Et bon, c'est intéressant, ok, mais il y a évidemment des limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire beaucoup d'expériences chez l'homme. On peut faire des essais cliniques, mais il faut que ça soit très contrôlé. Et puis, c'est assez restrictif finalement pour découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques. Alors, il faut savoir que la nociception, c'est quelque chose de très, très ancien dans l'évolution. Et on retrouve la nociception chez les invertébrés. Donc, on a quelques modèles comme la chenille du sphinx du tabac. Alors, vous voyez que beaucoup d'invertébrés qu'on utilise, il n'y a pas cette carapace de chitine. Donc, on va utiliser par exemple des chenilles ou des animaux à corps mou parce que effectivement, les insectes, les crustacés, etc., ont des seuils nociceptifs très hauts du fait d'avoir une carapace. Mais par exemple, si on embête un peu cette chenille, elle a une posture caractéristique
elle se replie et donc on peut évaluer la quantité de nociception. Alors, quelque chose que j'ai pas dit, c'est que en général, les spécialistes de la douleur disent, bon, c'est un peu discuté parce que là, les cliniciens et les gens qui font de la biologie évolutive s'affrontent un petit peu, mais les cliniciens disent que voilà, pour expérimenter de la douleur, il faut avoir conscience de soi. Ça doit être une perception consciente. Et c'est pour ça qu'on considère que les invertébrés, c'est plutôt de la nociception. On retrouvera le terme douleur des fois, qui est un peu poussé par voilà, les gens qui font de l'éthologie. Et c'est vrai que les gens s'affrontent un petit peu sur ces questions-là. Un modèle de nociception chez l'invertébré, c'est la sangsue. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les cellules qui sont responsables de cette nociception, ce sont des neurones et on les appelle des nocicepteurs. Ces nocicepteurs, chez l'homme, beaucoup de ces nocicepteurs sont ce qu'on appelle plurimodales, c'est-à-dire qu'une même cellule peut être sensible à du thermique, du mécanique et du chimique. Eh bien, c'est ce qu'on retrouve chez la sangsue. Elle montre des nocicepteurs qui sont polymodales. Et donc, effectivement, la sangsue, pendant longtemps, a été un modèle de nociception qui peut avoir quelques analogies avec, finalement, la nociception humaine. Alors, on va se poser une question. C'est finalement, est-ce que les acteurs, alors on sait hein, que les biologistes, c'est un peu ce que je vous dis, mais on sait que la douleur en elle-même est quelque chose de relativement nouveau au niveau évolutif. La nociception est quelque chose d'ancien, puisque même chez des animaux comme les hydres, par exemple, on retrouve des comportements nociceptifs. Et tous les acteurs moléculaires, dont TRPV1, TRPA1, on les retrouve chez les invertébrés. Et donc, ce sont des acteurs moléculaires qui sont très, très anciens dans l'évolution. Voilà. Alors, on a une question sur la morphine, parce que la morphine va agir sur la planaire, chez les vers, etc. Mais les récepteurs à la morphine, les récepteurs aux opioïdes tels qu'on les connaît, finalement, on ne les voit apparaître que chez les vertébrés. Donc, il y a certainement des récepteurs aux opioïdes, à la morphine, chez les invertébrés, mais pour l'instant, leur identité reste inconnue. Alors, une autre question, parce que voilà, on fait de la recherche, donc on se pose beaucoup de questions, parfois trop, mais on s'en pose quand même. Pourquoi utiliser, entre guillemets, les invertébrés et la planaire? Alors, il y a d'abord une question éthique. C'est-à-dire que au niveau de la loi, tout ce qui est vertébrés, mammifères, on a besoin de déclarations éthiques, on doit faire des procédures qui sont extrêmement drastiques. L'animal ne doit pas souffrir, c'est très, très réglementé. Si vous voulez faire une expérience sur une souris, même si ce n'est pas douloureux, le temps que ça soit approuvé par un comité d'éthique, par le ministère, c'est plus d'1 an et demi avant de pouvoir. Donc c'est extrêmement limité. Et à juste raison d'ailleurs, voilà, c'est examiné, il y a des commentaires pour que vous optimisiez, vous diminuiez la souffrance. Des fois, le nombre d'animaux engagés dans les procédures, c'est très, très strict. Alors peut-être pour vous, c'est une surprise, mais pour nous, c'est à la fois, comme je vous dis, une bonne chose, mais à la fois très limitant parce que ça va faire que la recherche n'avance pas suffisamment vite. Alors, les législateurs ont mis en place une règle qui est la règle des 3 R, qui est Replace, Reduce, Refine. Donc, remplacer. Et remplacer, ça veut aussi dire remplacer par de l'invertébré, parce que les invertébrés ne tombent pas sous le coup de la législation. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi,
mais on n'a pas toutes les procédures aussi contraignantes que sur les vertébrés. Raffiner, donc ça veut dire améliorer les tests, etc. Remplacer, ça veut dire, nous aussi, on est dans le remplacement, puisque remplacer par des invertébrés, ça rentre dans cette catégorie. Donc, c'est une bonne chose au final, mais il faut trouver effectivement des alternatives. Alors, l'alternative, elle est là devant vous, dans mon petit pot à pipi que j'ai ramené avec les planaires. Dans un Tupperware de cuisine, vous avez à peu près 300 animaux, donc dans un volume comme ça. Vous pouvez faire des expériences dans des petites boîtes de pétri. Et un gros avantage, c'est qu'elles n'ont pas de carapace. Donc, tout ce que vous allez mettre va diffuser allègrement à travers le tégument de l'animal. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de piqûres, vous n'avez pas besoin d'injecter quoi que ce soit. Vous mettez juste la morphine dans l'eau et ça marche. Alors, voilà. Donc, j'ai défini effectivement la douleur, j'ai abordé certains des problèmes que nous, chercheurs, avions pour étudier la douleur. Et bien sûr, il y avait le mot planaire. Alors là, planaire, qu'est-ce que c'est? Donc la planaire, la vie son œuvre. Alors, ce qu'on entend par planaire, ce sont des vers plats. Alors c'est un peu contradictoire parce que étymologiquement, vers, c'est quelque chose de rond plutôt. Et ces vers plats, dans l'embranchement des platelmintes, alors on en rencontre un certain nombre. Donc, ce qui a marqué flatworm, c'est notre planaire. Et puis, vous avez des animaux, peut-être, qui vous semblent moins sympathiques, comme la douve, le ver solitaire ou les monogènes. Bon, les monogènes, ça concerne les poissons, c'est pas, voilà, c'est parasite des poissons. Mais les douves du foie et les vers solitaires, c'est pas sympa du tout. En plus, c'est à la mode, là, les parasites. Je viens de voir, je vois plein de pubs sur déparasitez-vous. Donc, c'est des vers qui mènent une vie libre, voilà. Ils vivent dans les cours d'eau. Alors, vous avez des planaires d'eau douce. Donc, c'est les planaires d'eau douce qui nous intéressent, nous. Vous avez des planaires terrestres. Alors, les planaires terrestres sont un peu moins sympathiques parce que alors, elles sont originaires de pays tropicaux et on les trouve de façon invasive en France où elles mangent les vers de terre. Donc, les planaires terrestres, bof, bof. Il y a des planaires marines qui sont très, très colorées, très belles. Donc, effectivement, les autres, on les aime pas trop. Nous, ce qu'on aime, c'est les planaires d'eau douce qui nous paraissent tout à fait sympathiques. Alors, voilà à quoi ça ressemble. C'est une vue d'artiste de la planaire et on va un peu définir son anatomie. Alors, c'est des animaux souvent un peu à la limite entre, je dirais, la modernité et un peu des caractères. Alors que, évidemment, si je prononce ce mot-là devant vous, et j'ai des collègues, ils vont m'assassiner, mais on va dire un caractère un peu primitif, entre guillemets. Modernité parce que ils ont une tendance à la céphalisation, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, entre nous, on dit que c'est des animaux qui ont le premier cerveau, parce qu'on voit qu'à l'avant de l'animal, on commence à avoir ce qui ressemble effectivement voilà, deux rassemblements de neurones avec deux cordons qui courent tout le long du corps de l'animal. Ils ont un système digestif en 3 parties, avec une trompe, donc ils n'ont pas de bouche et pas d'anus. Donc, ils avalent la nourriture et font caca par à peu près le même orifice. Et l'animal peut être au repos et puis envoyer le pharynx chercher de la nourriture. Ce que vous avez là, c'est le pharynx, qui est cette bouche anus qui va chercher la nourriture tranquillement. Alors c'est très drôle hein, dans les bacs quand on dépose un bout de nourriture.
L'animal se pose à côté et puis il y a le pharynx qui va chercher la nourriture. Alors, il y a même des chercheurs qui se sont amusés à isoler le pharynx et le pharynx, il vit sa vie. Il peut très bien se balader tout seul sans être attaché à l'animal. Ce sont des animaux hermaphrodites, mais beaucoup de ces animaux, et je vais en parler dans quelques instants, beaucoup de ces animaux finalement peuvent se reproduire de façon non sexuée. Donc ils se coupent en deux, et puis hop, il y a deux animaux, et puis ils se coupent encore en deux, etc. Voilà. Sinon, quand ils font de la reproduction sexuée, ils sont hermaphrodites. Ah, d'ailleurs, les planaires marines, et on suspecte d'ailleurs que nos planaires d'eau douce également, font de l'escrime avec leur pénis voilà, pour s'accoupler. Et donc, évidemment, celui qui perd le pénis dans ces combats, c'est celui qui est fécondé. Et nous, on l'a vu. On ne l'a pas encore documenté, mais on sait que ça existe chez les planaires marines. Alors, comme je vous ai dit, hein, un système nerveux. Alors ici, on utilise un marqueur fluorescent pour montrer le système nerveux. Vous avez à la tête quelque chose qui effectivement ressemble un peu à un cerveau. Vous avez deux cordons nerveux. Et puis, vous avez un gros paquet de verre, donc de verre VERT, au milieu de l'animal, qui est en fait ce qu'on appelle le plexus pharyngien, qui est le système nerveux qui alimente le pharynx, qui est cette espèce de trompe que l'animal a. Et on peut supposer que, comme cet organe semble un peu indépendant, il faut beaucoup de neurones pour le faire fonctionner. Alors, ces animaux, il n'y a rien de mieux, et je vous invite à venir le voir à la fin de la conférence, à les regarder dans un aquarium, parce que ce sont des animaux qui sont tellement détendus. Voilà une planaire qui glisse sur son substrat, tranquille, voilà, chill, comme disent les jeunes. Alors tout ça parce qu'elles ont des cils sur leur face ventrale, les cils battent et l'animal se déplace avec en plus, bon, sécrète un tapis de mucus et l'animal glisse comme ça. C'est sympa, voilà, tout va bien. C'est vraiment très relaxant de voir les planaires. J'avoue que quand l'administration m'énerve, pour être poli, je vais dans le laboratoire et je regarde des planaires et là, je suis tout détendu après, c'est super. Alors, ces planaires ont une caractéristique qui est un peu secondaire pour nous finalement, mais qui est toujours bon d'avoir, c'est que c'est des champions de la régénération. Alors, champion de la régénération, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, et si on s'en réfère à John Graham Dalyell, qui était un antiquaire écossais, qui visiblement, je ne sais pas, il faut croire qu'à l'époque, les antiquaires écossais n'avaient peut-être pas énormément de travail, a fait une monographie sur la planaire. Et il a remarqué que quand il coupait l'animal se régénérait. D'où sa formule « immortel sous la lame du couteau ». Donc, vous pouvez couper tous les bouts que vous voulez, vous aurez autant d'animaux que vous voulez. Alors, ça, c'est notre vision un peu peut-être occidentale, mais sachez que les Chinois, dans l'Antiquité, avaient remarqué que la planaire semblait effectivement immortelle, parce que c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si vous vous régénérez, vous êtes immortel. Sauf si, évidemment, on vous laisse sécher sur un coin de paillasse, sur la table, l'animal va mourir. Mais sinon, l'animal est quasiment éternel. Alors tout ça parce qu'ils contiennent énormément de cellules souches. Et sans arrêt, ils se renouvellent. Alors, effectivement, hein, on peut faire des expériences assez rigolotes. Hein. On peut couper la planaire en trois. On peut également couper au milieu. Ici, on aura un animal à deux têtes. Enfin bon, on peut faire plein de choses intéressantes. Alors vous me direz, oui, c'est pour amuser les chercheurs. Alors pas seulement, parce que dans la régénération, en fait, de la planaire, vous avez les mêmes gènes qui sont à l'œuvre dans la régénération de la planaire et dans le développement du fœtus humain. On retrouve
ces gènes qui sont hyper conservés tout au long de l'évolution. Donc, étudier la régénération chez la planaire, ça peut être une opportunité de découvrir, de voir ce qui se passe dans le développement d'un fœtus. Alors, on va maintenant étudier la nociception chez la planaire. Alors, pour étudier la nociception chez la planaire, on n'a pas eu énormément à faire fonctionner notre imagination. On a un peu utilisé des choses qui fonctionnent. Alors, vous vous rappelez, je vous ai mentionné l'huile de moutarde quand on a vu TRP-A1. Eh bien, c'est très simple. On va dans une boîte de pétri, on met une planaire et puis on met de l'huile de moutarde. Et on va regarder le comportement de la planaire. On va mettre des concentrations croissantes d'huile de moutarde. Et en la planaire, et vous le verrez, hein, il y a des petites vidéos sympas, au lieu de glisser harmonieusement comme elle le fait d'habitude, elle fait un mouvement de reptation qu'on appelle le scrunching. Voilà, c'est le terme un peu officiel, c'est-à-dire qu'elle fait comme la chenille et elle fait du scrunching. On a d'autres tests aussi. Hein. On peut mettre, par exemple, alors on met des petites gouttières où la planaire peut évoluer librement. Et puis, on met la moitié de ce dispositif sur une plaque chaude. Et évidemment, la planaire va éviter tout ce qui est chaud. Mais comme, voilà, c'est du chaud nociceptif pour cette planaire. Alors, quand on met de l'huile de moutarde, la planaire est absolument pas contente. Et quand on en met un petit peu, elle fait un peu de scrunching. Quand on en met un peu plus, elle fait encore plus de scrunching. Puis quand on en met beaucoup, elle fait beaucoup de scrunching. Donc là, vous avez la planaire avec que de l'eau. Et là, vous avez la planaire qui fait du scrunching en présence d'huile de moutarde. Alors, on peut s'aider aussi de l'IA. L'IA nous apporte énormément d'aide au laboratoire. Nous avons maintenant un logiciel qui traque, enfin qui suit le mouvement des planaires dans les dispositifs expérimentaux. Alors, elle n'est pas encore au top du top du top. On n'arrive pas à l'utiliser pour toutes les expériences encore, mais ça vient. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit, il y a un canal qui nous intéresse bien, qui est TRPA1. Et TRPA1, il est activé par l'huile de moutarde, donc c'est ce qui s'appelle AITC, la cannelle, cinnamaldéhyde, donc voilà, ou par l'eau oxygénée. Et quand on utilise, alors je ne vais pas détailler les graphes compliqués en détail, mais quand on utilise soit l'AITC, soit le cinnamaldéhyde, soit l'eau oxygénée, la planaire se met à faire du scrunching. Voilà. Ça fonctionne assez bien. L'huile de moutarde, aussi chez nous. Hein. Alors la question, c'est effectivement, qu'est-ce qui peut empêcher cette planaire de scruncher? Eh bien, si on met de la morphine, on réduit légèrement le scrunching. Et puis, si on met ce que j'ai dit AINS, c'est-à-dire un anti-inflammatoire, voilà, non-stéroïdien. Merci beaucoup. Je cherchais le français. Du méloxicam, par exemple, la planaire se met à glisser. Donc, finalement, on a, avec cet animal, un modèle de nociception qui fonctionne finalement un peu comme chez nous. Hein. On prendrait un anti-inflammatoire. Alors, la question, c'est est-ce que finalement cette huile de moutarde, ces extraits de cannelle, cette eau oxygénée active bien le trou dans la membrane qui s'appelle TRPA1? Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut bloquer l'expression de ce TRPA1. On va utiliser un ARN interférent. Alors, c'est une technologie un peu compliquée, mais on synthétise un petit bout d'ARN qui vient se lier
à l'ARN du TRPA1, donc l'ARN qui deviendra après une protéine. Et donc, on va supprimer l'expression. Et si on fait ça, la planaire, elle se met à glisser. Donc, on a aboli l'expression du canal, mais donc la planaire, finalement, ne ressent pas de nociception. À noter qu'elle est capable de scruncher encore. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est purement moteur. C'est-à-dire que si on l'asticote un petit peu avec un bout de verre, par exemple, elle va se mettre à scruncher. Donc, on n'a pas, c'est pas le scrunching, mais c'est bien TRPA1 qui se trouve dans les nocicepteurs. Alors, on peut, par exemple, faire des expériences sur la nociception thermique. On met des planaires donc à cheval sur une plaque chaude et vous pouvez voir ici dans la vidéo que les planaires, elles évitent vraiment la plupart du temps, bon, à part celui-là, à part celle-là, je ne sais pas, elle est un peu bizarre, mais la plupart évitent le chaud. Donc dès que ça dépasse 30 degrés, c'est oh là là, j'ai vraiment pas envie de m'y mettre. Et de façon intéressante, le méloxicam est vraiment très puissant donc quand on met du méloxicam, finalement, les planaires se mettent à aller vers le chaud. Ça marche un peu moins bien avec la morphine. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Les planaires donc, ont bien un système nociceptif. TRPA1 est un canal présent chez la planaire et un fonctionnement similaire aux vertébrés. Hein. Si vous mangez de la moutarde, vous verrez bien que voilà, c'est piquant. Les antalgiques courants ont un effet antinociceptif chez la planaire. Alors, on est en train d'optimiser la dose de morphine qu'il faut. Visiblement, on n'était peut-être pas dans la dose optimale. Et justement, on est en train de tester de nouveaux composés pharmacologiques. Donc, vous vous rappelez de tout ce qui s'appelait les adjuvants, par exemple. Donc, on les utilise pour voir effectivement, pour les tester dans ces tests nociceptifs. Et identification alors ou des récepteurs aux opioïdes. Donc ça, c'est si j'ai un peu d'argent pour poursuivre le projet de recherche. Plus d'études sur la nociception thermique. Alors évidemment, tout ce qu'il y a en perspective, c'est que dès qu'on va trouver quelque chose qui a un effet antinociceptif chez la planaire, on va pouvoir passer chez la souris, d'accord, qui est l'étape suivante. Mais ça évite d'aller chez la souris d'abord, où il faudrait faire beaucoup de tests et et donc on réduit considérablement l'usage des rongeurs en expérimentation animale. Alors, il me faut évidemment remercier tout un tas de personnes. Majoritairement, donc le travail que j'ai montré, c'est le travail de thèse de Guillaume Réau. Je remercie Yannick, qui était assistant ingénieur dans le laboratoire. Je remercie Lali, Bénédicte, Rémi, et puis bien sûr Vincent et Yannick à Strasbourg. Je remercie le professeur Boix à Barcelone, Caroline qui est à Albi et qui travaille sur les planaires. On a pas mal de projets en commun. Elle, c'est plus le volet écotoxicologie. Nous, donc, on essaye aussi, par exemple, de regarder l'effet des néonicotinoïdes sur les planaires, parce que les néonicotinoïdes se retrouvent dans l'environnement aquatique. On ne connaît pas trop les effets dans les environnements aquatiques, donc la planaire est vraiment le modèle idéal, puisqu'en plus, on la trouve dans tous les cours d'eau. Charlie Debray, donc, pour toutes les super illustrations qu'elle nous fait. Et je voudrais remercier le FC3R, qui est un organisme justement qui aide à remplacer les modèles animaux classiques en expérimentation animale, et l'ANR, ainsi que Euridol, qui finançait Guillaume. Voilà, sur ces mots, je vous remercie de votre attention. Merci d'être venus si nombreux. J'ai dit qu'elles n'étaient pas parasites, mais j'ai un peu menti, parce que si elles trouvent une crevette,
elles vont se mettre dans la cavité branchiale et voilà, la crevette, c'est le HLM des planaires. Donc, j'ai un petit peu enjolivé la situation et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci donc à Hervé pour ces minutes palpitantes sur les planaires. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être des questions dans la salle. Alors, attendez, il y a madame en premier. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Oui, je voulais savoir ce que c'était exactement le rôle des canaux ioniques, parce que vous avez parlé de... Alors, j'ai parlé des canaux ioniques. Oui. Les canaux ioniques sont des protéines qui sont dans la membrane, alors plus particulièrement des neurones, et qui vont permettre le fait que les neurones conduisent l'influx électrique. Alors c'est un peu difficile à expliquer ça parce que imaginez, j'explique ça en 20 heures aux étudiants en général. Donc en fait, vous avez dans la membrane des neurones ces canaux qui vont laisser passer sous certaines conditions du sodium ou du potassium et donc on va avoir un excès de charge qui va voyager le long du neurone, ça se propage de proche en proche. Et alors, vous avez différents types de canaux ioniques. Vous avez des canaux ioniques qui sont sensibles au potentiel, donc c'est ceux qui permettent de conduire le message électrique nerveux, mais vous avez des canaux qui sont sensibles à des messagers chimiques, comme par exemple les fameux canaux TRP que j'ai montrés. Ah oui, d'accord. Bon, je vous remercie. Merci. Vous les trouvez où, vos planaires? Dans n'importe quel cours d'eau, en fait. Alors, ceux-là, ils viennent des États-Unis parce que c'était important pour un autre projet, mais on a des planaires du Jardin botanique de Strasbourg. J'ai des planaires de Madagascar, j'ai des planaires du Japon, j'ai un peu de... Voilà. Parce que certains... Alors, en fait, les chercheurs ont utilisé les planaires de leur... va dire de leur environnement proche. Donc, les Japonais utilisent beaucoup du Geisia japonica, qui est une planaire japonaise que nous aussi on a, puisque comme ils ont fait beaucoup de recherches génétiques, on voulait avoir ce modèle génétique. Voilà. Mais on peut les trouver. Alors, quand on soulève une feuille ou un caillou, on les voit pas bien forcément. Il faut laisser le temps un peu qu'elles se déplient et puis après elles vont glisser et on les voit. Oui. D'autres questions? Oui, madame. Merci pour cette brillante conférence. Moi, j'aurais 2 questions. La première, dans la nature, ces planaires, ils font quoi? Ils servent à quoi? Et la deuxième, vous avez parlé de molécules antalgiques qui sont déjà connues, qui sont même commercialisées. Est-ce que dans vos études, vous avez eu l'occasion de travailler sur des molécules qui ne sont pas encore utilisées, mais qui sont prometteuses dans le traitement de la douleur? Alors, les planaires servent à quoi? Bonne question. Alors, je pense déjà, je pense qu'elles permettent de recycler pas mal la matière. Ce sont des prédateurs, hein. Ça n'a pas l'air comme ça, mais elles capturent beaucoup de petits invertébrés. Ce sont aussi des charognards. Si elles voient un canaf de poisson, elles vont très bien s'y mettre. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on les, récupère, hein. On met dans un petit piège. Nous, on met de la viande et on laisse passer la nuit et voilà. Donc, je pense qu'elles permettent effectivement de faire du substrat. Après, nous, ce qui était important là, c'était de valider le modèle. Donc, on a validé le modèle et là, c'est vrai que pour l'instant, alors là, on est en train de commencer à tester tout ce qui est antidépresseur, des trucs un peu exotiques qu'on n'utilise pas d'habitude et on voit si ça marche. Et après, effectivement, on a d'autres molécules en tête parce qu'il y a des chémothèques, enfin, il y a des librairies de molécules potentiellement. Quelqu'un a vu que. Donc, oui. Voilà. Mais pour l'instant, ce qui nous importait, c'était déjà, aux yeux du FC3R, de valider ce modèle avec des antalgiques courants. Question suivante. Vous pensez que donc les planaires ressentent la nociception, mais pas la douleur alors?
Ou c'est pas de la douleur Alors, ou... suivant les critères des gens qui travaillent sur la douleur, non. Alors, il y a toujours un peu un affrontement en fait entre éthologues et cliniciens. C'est-à-dire que les cliniciens sont très stricts sur la définition de la douleur. Il faut une composante émotionnelle et surtout, il faut une conscience de soi. C'est pour ça que même d'ailleurs, strictement parlant, quand on fait de la douleur chez la souris, les gens qui sont vraiment spécialistes de la douleur préfèrent parler de symptômes douloureux, plutôt pain symptômes plutôt que de douleur. Là, on va se cantonner. Alors, je suis d'accord qu'il faudrait, et c'est quelque chose auquel je réfléchis avec une linguiste et un collègue, parce que c'est vrai qu'en écrivant un chapitre, donc j'ai écrit un chapitre d'un bouquin très épais qui est le manuel clinique de la douleur, qui est énorme comme ça. J'écrivais sur la douleur sur la nociception des invertébrés, l'évolution de la douleur, et me dire qu'il y a peut-être besoin d'un terme intermédiaire en fait entre nociception et douleur. Et techniquement, non, on ne peut pas dire que c'est de la douleur, mais je suis d'accord qu'il y aurait peut-être besoin d'un terme intermédiaire entre nociception et douleur. Suivons. Merci beaucoup pour un sujet aussi vaste, de l'avoir aussi bien présenté. Est-ce que le méloxicam cause des ulcères d'estomac? Chez la planaire? Oui. Pas que je sache, et de toute façon, on la met dans l'eau, en fait. Donc, on ne met pas avec la nourriture, etc. On n'a pas remarqué de lésions apparentes. On a regardé s'il y avait à la surface de l'animal des lésions, on n'a rien vu. Voilà. Deuxième question, est-ce que les anesthésiques locaux pour avoir un effet, si on met un peu de xylocaïne dans le vin, est-ce qu'elles bougent autant ou pas? Alors, si on a essayé la xylocaïne, ça marchait, pas autant qu'on l'aurait voulu, parce qu'on avait un autre projet parallèle qui était justement de faire de l'imagerie, mais pour faire de l'imagerie dans l'animal vivant, il faut que l'animal ne bouge pas. Et on a essayé plein de substances. On a essayé la lidocaïne, ça marchait un petit peu, et finalement, vous allez trouver ça complètement fou, mais en fait, ce qui marchait le mieux, c'était l'huile essentielle de lavande, le linalol. Impeccable. L'animal ne bouge pas, mais vraiment ne bouge pas. Et en fait, maintenant, on fait des anesthésies de la planaire avec du linalol. Et c'est pas surprenant, le linalol, pareil, la lavande, vous savez tous, certaines personnes mettent des gouttes d'huile essentielle de lavande sur leur oreiller. C'est calmant, c'est connu, voilà. Mais on s'attendait pas à un tel effet parce pendant 2 ans, on a essayé de trouver le cocktail de molécules qui immobiliserait les planaires, et finalement, c'était l'huile essentielle de lavande. Question suivante. Personne? Si. Attendez, j'arrive. Alors, sans vouloir prendre la défense de la planaire, je voudrais quand même dire qu'autrefois, les bébés, on les opérait sans anesthésie. On disait qu'ils n'avaient pas conscience de la douleur, donc ils ne ressentaient pas la douleur. Donc, c'est quand même un point d'interrogation. Mais... Il y a un point d'interrogation. Après, cet animal se régénère dès qu'on le coupe. Oui, ça n'excuse pas, voilà. Mais on prend toutes les précautions quand on fait des opérations. Par exemple, on les met sur une plaque froide. On fait vraiment très attention. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas fait de capsaïcine, parce que la capsaïcine est vraiment très violente sur les planaires. Donc on s'en tient à l'huile de moutarde qui est relativement réversible. On ne peut pas toujours mettre en parallèle les études, puisque la capsaïcine, il y a des patchs pour la douleur avec la capsaïcine. Oui, mais parce que en fait, ce qui se passe,
c'est que la capsaïcine va ouvrir les canaux. Donc, dans un premier temps, c'est douloureux. Mais en fait, quand il y a une entrée, il y a une entrée de calcium et le calcium à l'intérieur de la cellule va désensibiliser tout un tas de mécanismes qui fait que vos nocicepteurs ne sont plus actifs. Donc ça marche. L'huile de moutarde aussi, c'était utilisé dans les synapismes. Donc ça marche, hein, les patchs ou les gels. D'ailleurs, c'est peu utilisé en France. C'est beaucoup utilisé dans les pays de l'Est et aux États-Unis. Mais en France, ça a fait son apparition relativement récemment, hein, pour autant que je puisse en juger. Mais si, ça marche, hein, c'est très efficace. En fait, mais parce que vous désensibilisez en fait les récepteurs. Une autre intervention? Non, personne. Bon, je crois qu'on va donc en finir là. Merci encore à Hervé Cadiou pour sa présentation. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler cette fois-ci chimie verte comme une innovation durable avec nos deux intervenants, Kathleen Dussart et Stéphane Chassin. Voilà, bonne semaine. Vous pouvez voir la star du show.